Bonjour et bienvenue pour ce nouveau GPS pour la famille. Aujourd'hui, thème très enthousiasmant, nous allons parler de la joie, ingrédient phare pour l'éducation, et c'est Brigitte de Bodus, mère de famille, grand-mère, formatrice pour l'IFFD, qui va nous présenter ce topo. Merci Brigitte. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous pour parler de joie. C'est toujours dynamisant, en effet. Et je crois que nous allons ensemble chercher comment euh, faire de nos familles des familles joyeuses. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est un beau challenge et que nous avons toute notre place en tant que parents pour stimuler cette joie dans la famille. La famille, c'est souvent un lieu de surprise. Et du coup, il faut se poser quelques questions, savoir si la joie est vraiment au rendez-vous du quotidien ou s'il faut la stimuler. Comment donner de l'importance à cette atmosphère joyeuse. Et pour cela, comprendre à quel point cela impacte les enfants et les aide à grandir que d'être dans un climat positif. C'est d'autant plus important que si nous ne le faisons pas en famille, nous voyons bien qu'autour de nous, ce n'est pas forcément notre environnement extérieur qui va nous pousser à la joie, quoique le printemps est là, c'est beau et c'est bien. La nature nous emmène souvent vers la joie. Mais voilà, quel impact aussi nous pouvons avoir, nous, en tant que famille joyeuse, sur la société. Tout ça, c'est des questions qui paraissent peut-être vastes, mais qui vont rejoindre au fond nos soucis quotidiens. Mais au fond, de quelle joie parlons-nous? Nous avons choisi pour illustrer cette question cette photo des cafés joyeux qui est tout à fait caractéristique d'une joie spontanée euh, qui rayonne malgré les difficultés, puisqu'il s'agit de cafés montés avec des personnes qui portent le handicap de la trisomie et qui oublient ce handicap dès qu'elles sont au contact des autres, au service des autres. Donc, il y a effectivement une question à se demander, est-ce que la joie, elle vient quand tout va bien, seulement quand tout va bien, que tout s'arrange comme je le veux, ou est-ce que la joie était une émotion qui surgit quand un événement se produit et que cela me fait plaisir? Ou est-ce qu'il n'y a pas une part de décision aussi dans notre capacité d'être joyeux? Voilà, café joyeux servi avec le cœur. Donc, il y aura quelque chose du côté de notre cœur à tester. Eh bien, pour réfléchir aux attitudes qui nous permettent d'être joyeux, nous allons voir à quel point il est important d'accueillir les personnes, chaque personne chaque personne qui est dans notre famille. Et puis, bien sûr, pour cet accueil, la première des personnes, c'est la personne avec laquelle nous avons fondé la famille, que ce soit vous, père de famille qui écoutez, ou vous, mère de famille qui écoutez, bien la première rencontre, le premier oui que vous avez dit l'un à l'autre, est déjà un accueil important. Et je pense que c'est au moment où nous devenons parents, et en particulier pour la maman, quand elle attend un enfant, cette impression d'être en lien constant avec une nouvelle personnalité qui se forme en nous et auquel nous devons une certaine attention, peut-être même qu'au moment où nous sommes enceintes, nous sommes obligés de ralentir le rythme, aussi parfois par des désagréments comme maux de cœur ou autre, voilà, pas forcément grave, mais l'attention à l'autre va changer notre rythme. Et ce qui est frappant avec la grossesse, c'est que nous avons une attention à l'autre qui ne demande pas des actes spécifiques et au contraire, ça le demande peut-être d'agir lentement, de ralentir le rythme et plutôt le non-acte que l'acte finalement. Et cette expérience, je pense qu'elle est unique et très importante pour comprendre à quel point le fait d'accueillir une autre personne nous fait gagner un surplus d'être et non pas un activisme. Bien sûr, il y a 9 mois pour accueillir cet enfant et peut-être au départ, c'est pas tout à fait au moment où on voulait ou comme on voulait que l'enfant est arrivé. Mais il y a justement ces 9 mois d'apprentissage
Et là aussi, on a une expérience intéressante qu'on pourra retrouver à d'autres moments de la vie de notre enfant, qui est d'apprivoiser l'autre. L'accueillir, c'est aussi l'accepter comme il est, l'apprivoiser. Et accepter l'enfant tel qu'il est, c'est la clé de l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel qui est source de joie. C'est-à-dire qu'on ne met pas à cet amour la condition que l'enfant soit déjà à telle taille, qu'il ait telle couleur de cheveux, telle façon d'être, et telle réussite scolaire, telle répartie. Voilà, chaque enfant va être ce qu'il est et c'est justement là qu'il y a de la joie, de la surprise. Et nous allons continuer dans notre travail d'accueil en accueillant aussi dans un amour inconditionnel tout le déploiement de sa personnalité. L'amour inconditionnel n'est pas conditionné par un résultat attendu, c'est un amour qui s'émerveille. En fait, quand un enfant est en colère, par exemple, euh, bien sûr, on ne félicite pas qu'il soit en colère, mais on peut accueillir sa colère et essayer de comprendre quelle injustice l'a provoquée. Quand un enfant fait une bêtise, bien sûr, on ne va pas le féliciter d'avoir jeté la poubelle exprès pour montrer qu'il n'était pas content, mais on va trouver dans cet événement l'occasion de réfléchir avec lui sur l'impact de son geste et de mieux connaître son tempérament. Ça sera une occasion de rebondir. Quand un enfant a un échec sportif ou en classe, eh bien, au moins, il a, comme on dit souvent, hein, il a appris à participer, il a appris à jouer. Voilà. Mais c'est vrai que à partir de l'échec, il y a aussi une manière de rebondir dans l'amour inconditionnel. Pourtant, cet amour inconditionnel est le terreau dans lequel l'enfant lui-même va se déployer. Il ne peut pas faire sans cette force vive qu'est l'amour de ses parents et la confiance que les parents lui donnent. Ça ne veut pas dire qu'on est content de tout ce que l'enfant fait. Donc, bien sûr, on va aussi accueillir son tempérament, son caractère et le former à travers tout ce qu'on découvre de lui. Alors, pourquoi différence entre tempérament et caractère? Eh bien, en fait, on forme le caractère parce qu'on l'aide à maîtriser son dynamisme ou au contraire à compenser la façon d'être trop intériorisé, trop secondaire. Mais le tempérament, il est donné par l'hérédité et il y a toute une partie de la personnalité de notre enfant que nous devons accueillir tel qu'il est parce que c'est en travaillant avec ce que cet enfant est qu'on va pouvoir le faire progresser. Et pour ça, je vous livre un secret qui, moi, m'a beaucoup aidé, que j'ai découvert grâce à l'IFFD, c'est qu'en fait, dans chaque enfant, il y a une force personnelle, et c'est cette force personnelle qui va permettre d'améliorer sa faiblesse. Prenons des exemples. Si un enfant est très négligent, très désordonné, que par exemple, il emprunte les choses aux autres et puis il les laisse tomber n'importe où dans la maison, il n'y a qu'une manière d'aider à comprendre l'impact de son désordre, c'est d'appeler à sa générosité, au sens de l'autre. Il ne peut pas comprendre sinon, puisque naturellement pour lui, ça ne le dérange pas que les choses soient dérangées, c'est le cas de le dire. Mais voilà, il va falloir qu'il comprenne quel impact ça a sur l'autre pour pouvoir réguler sa propre tendance à l'oubli et au désordre. Si un enfant est très silencieux, eh bien, il va falloir lui apprendre il faut peut-être on peut en profiter pour lui faire une confidence et l'envoyer justement discrètement, silencieusement, aider un plus petit que lui. Si un enfant est paresseux, ben, peut-être est-il curieux. Et la porte pour rentrer dans son tempérament, ça va être de stimuler sa curiosité pour qu'il aille faire cet effort intellectuel d'apprendre une langue différente ou d'aller au contact de personnes qui parlent une langue étrangère. Voilà des exemples où il y a dans chaque enfant une porte dans laquelle vous pouvez rentrer pour l'aider avec ses propres qualités à réguler, je dirais, les difficultés qu'il a dans son tempérament. Nous sommes comme des jardiniers, les jardiniers de leur âme. Et chaque enfant a un grand potentiel pour se déployer.
Alors, ça, c'est pour l'accueil des personnes. Et cet accueil des personnes, il se fera à deux. Souvent, le père et la mère ont des regards complémentaires. Il faut en profiter pour s'épauler dans ce travail d'observation. Mais aussi, on peut dire c'est facile quand tout va bien, quand les enfants sont en bonne santé, qu'ils ont des bons résultats, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile quand il y a des circonstances et des événements à accueillir qui sont désagréables. Pourtant, je relève le défi. Je pense qu'accueillir les obstacles, c'est possible. Toujours en couple, on va regarder ce qui se passe réellement et se dire que la réalité, c'est déjà une bonne nouvelle, notre bonne nouvelle. Même des cactus dans le désert apportent de l'eau aux voyageurs. Enfin, c'est ce que disent les westerns. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite part qui peut vraiment éclairer la situation. Et c'est souvent à deux qu'on va pouvoir trouver parce qu'on n'aura pas exactement le même angle de vue sur la situation. Donc, même quand la maladie est là, quand il y a du handicap, quand il y a des difficultés financières, eh bien, on peut apprendre à trouver une piste pour que cette situation devienne positive. Il y a un cadeau caché dans chaque situation. Chaque jour est un nouveau jour. Et pour cela, il va falloir identifier et lister les problèmes et il va falloir chercher le petit positif possible. C'est pas toujours évident. Un jour, en me baladant, j'ai trouvé cette pancarte accrochée. Hein, chaque jour est une nouvelle possibilité. Mais il faut cette décision volontaire hein, de chercher une chose importante, une chose positive. Et pour ça, il va falloir, s'épauler et trouver et provoquer aussi dans la situation une issue favorable. Les ennemis que nous aurons dans ce travail d'optimisme, c'est le perfectionnisme et la fatigue. Ces deux choses-là sont les grands ennemis de la joie. Le perfectionnisme parce que c'est l'attente d'un résultat. J'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure en parlant d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour que nous avons pour nos enfants n'est pas dépendant des résultats qu'ils vont nous apporter. C'est pas parce que mon enfant a su faire du vélo avant tout le monde que je l'aime. Hein. C'est parce qu'il a été persévérant ou qu'après sa balade en vélo, il a couru dans mes bras pour venir m'embrasser. Donc ça n'a rien à voir avec le résultat. On peut multiplier des petits exemples de ce genre. La fatigue, par contre, m'empêche de voir ces résultats tout simples, ces choses toutes simples qui me donnent des petites graines de joie au long de la journée. Déjà, pour combattre la fatigue, il faut apprendre à se reposer. Je partagerai tout à l'heure avec vous en bibliographie les références d'un petit livre de Fernando Sarret, Apprendre à se reposer, qui personnellement m'a beaucoup intéressée justement pour trouver ce qui m'empêche de m'arrêter et de me reposer. Et c'est intéressant de réfléchir un petit peu à ses propres réactions et puis de compenser, bien sûr. En tout cas, s'entraîner à rire de choses amusantes peut nous aider à rire de nous-mêmes. Et je vous conseille l'exercice quand vous vous regardez dans la glace le matin, au lieu de compter le nombre de nouvelles rides que vous avez, de faire une belle grimace et puis de rire de vous-même. Et ce n'est pas si bête, parce que nous restons de grands enfants et nous devons un petit peu nous moquer de nous-mêmes pour garder cette fraîcheur de cœur. Ensuite, il y a une bonne façon d'être moins fatigué, c'est de partager le travail. Dans la vie familiale, il y a effectivement beaucoup de travail, mais c'est pas le travail lui-même hein, qui est pénible, c'est la manière dont il est vécu. Si on prépare un repas de fête, ce qui est formidable, c'est quand on voit que tout le monde peut avoir part à la tâche. Vous avez vu ça peut-être déjà dans un GPS du Home Management, qui est une association amie, mais vous le voyez chaque jour chez vous. La difficulté, c'est de trouver à quel exercice peuvent
se dédier tel ou tel enfant selon son âge, selon ses capacités, ou notre époux selon ses goûts. Peut-être c'est plus amusant de décorer la table, de bien disposer le couvert, que de faire un assaisonnement de salade, ou au contraire, peut-être c'est plus amusant de tourner les soroses de salade plutôt que de mettre le couvert. Ça dépend des tempéraments. Mais ce qui est important, c'est que chacun trouve une place, non seulement autour de la table à s'asseoir pour consommer, mais aussi pour aider et pour avoir cette joie de donner de l'aide, de se donner de l'aide les uns aux autres. Le repas en famille, je mets un focus spécial là-dessus. J'en parlais récemment avec un restaurateur qui me disait ma plus grande joie dans mon métier, ça a été de donner de la joie aux familles, de réapprendre aux familles à s'asseoir autour d'une table, à disposer un couvert et à partager un bon repas, parce que c'est ça la joie en famille. Et je trouve ça à la fois très simple et en même temps une bonne matière à réflexion. Comment pouvons-nous organiser, plus spécialement peut-être pendant un temps de vacances ou un week-end, un repas de fête avec un thème sur la couleur, par exemple. Pourquoi pas faire un repas jaune ou rouge, ou voilà, il y a plein de fantaisies possibles. Ou pourquoi pas faire un repas déguisé, mais alors que les parents se déguisent aussi, et les grands-parents aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà, qu'il y ait cette festivité facile, accessible, avec rien, qu'on puisse avoir une conversation à table, ou au contraire jouer, parce qu'il y a beaucoup de petits jeunes, d'enfants assez jeunes, et on va jouer, je ne sais pas moi, là, au questionnement sur les portraits autour de la table. Voilà, ce sont des petites choses, mais ce sont ces petites choses-là qui vont mettre du peps dans la vie familiale et qui vont faire que les enfants vont retenir plutôt ces bons moments d'ailleurs, hein. Donc, ils vont expérimenter la joie de participer, mais aussi le fou rire de tout le monde autour de la table. Donc, cette façon de faire dédramatise les moments plus lourds. Et sur les conseils de Jean-André, qui est éducateur, je vous donne un petit peu des étapes d'un travail devant une grosse difficulté. La première chose, quand on sent qu'on est en but à une difficulté, que ce soit avec un enfant ou même dans la vie, c'est de formuler le défi qui nous est posé. Par exemple, si vous avez un jeune qui doit chercher un stage, c'est difficile pour lui. Exprimons avec lui le stage qu'il veut chercher et puis aussi quel est son défi personnel. Par rapport à ça, il a des émotions, il a des peurs. Peur de téléphoner à un adulte qu'il ne connaît pas, peur d'écrire une lettre en faisant trop de fautes, peur de ne pas savoir par quelle démarche commencer. Voilà, c'est important qu'il puisse exprimer son émotion profonde. Et puis, devant cette peur, eh bien, pour justement la canaliser, quels sont les obstacles réels? Le téléphone, tu l'as, le crayon, tu l'as, le papier, tu l'as, l'orthographe, on la voit ensemble. Il n'y a pas vraiment d'obstacles, hein. Une fois qu'on a listé les obstacles, on peut les régler un à un. Et c'est la quatrième étape, planifier les actions concrètes. C'est vrai que c'est stressant quand on a 15, 16 ans d'aller chercher un stage, de se confronter à la vie réelle, à la vie de l'extérieur de l'école. Mais en même temps, si c'est notre accompagnement, il doit être là, mais pour que le jeune fasse lui-même ensuite les choses. Donc, le fait d'avoir appliqué cette méthode me paraît un bon outil pour être un peu comme un coach sportif avec le jeune sportif, hein, c'est-à-dire à côté, en donnant les moyens, mais sans faire tout à la place de l'adolescent ou du grand jeune. Et du coup, c'est vraiment une place de parents, c'est-à-dire c'est des parents qui mettent en route dans la vie, en fait. C'est pas les parents qui font tout. Vous voyez ce détachement du perfectionnisme, mais en même temps cette mise en route qui est beaucoup plus joyeuse que de faire à la place de l'autre. Cela demande un certain abandon, une certaine confiance. Cela demande aussi d'avoir confiance dans le présent qu'on est en train de vivre, d'avoir un certain consentement intérieur aux choses qui arrivent. Entre autres, un consentement à ce que notre enfant balbutie, ait du mal à se prendre en main, traîne à faire ses démarches, et patience, et on recommence et on recommence. Si je vous parle de tout ça, c'est que je sais ce que c'est par expérience, vous voyez. Voilà. Et donc, vivre au présent, oui, demande
abandon, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, et demain, on recommencera. En fait, c'est aussi je parlais tout à l'heure de déceptions qui peuvent arriver de l'attitude d'un enfant, mais c'est aussi dans l'accueil de la joie que cet enfant apporte qu'on va trouver, nous, notre énergie pour redonner de l'énergie aux enfants joyeusement. Il s'agit de cultiver la gratitude au présent. Euh, sur cette photo que j'ai choisie parce qu'il y a une complicité entre ces deux petites filles, mais si vous regardez bien, le bouquet qui les émerveille, c'est un bouquet de pissenlit. Il n'y a rien de plus éphémère que ce jaune du pissenlit. Et bien sûr, c'est attirant, mais c'est presque rien. Et c'est ça la merveille de la joie de l'enfance, c'est qu'on va se réjouir avec presque rien. Et avec cela, on crée du bonheur, on crée de la relation. Cultiver la gratitude au présent, c'est s'émerveiller de ces petites choses qui rythment la vie familiale et savoir trouver dans la journée de tel ou tel enfant qui m'énerve beaucoup une chose sur laquelle je vais pouvoir une chose que je peux savourer. Je peux savourer qu'un enfant me rapporte de sa balade une fleur, même si elle est déjà fanée quand elle arrive. Je peux savourer que malgré la difficulté, cet enfant est reparti au sport, voilà, content d'un nouveau défi. Et c'est ce présent qui est notre cadeau. Pour cela, il faut pouvoir dire aux enfants merci. Il faut pouvoir dire aux enfants merci, pas seulement parce que c'est un automatisme, mais merci d'être là. Merci de m'avoir fait rire. Merci de m'apporter ton effort, hein, qui n'est pas seulement pour moi d'ailleurs peut-être, hein, mais qui est pour la famille, qui est pour ton petit frère que tu as relevé après une chute. Voilà. Cultiver le merci, c'est très important. Et je vois fleurir la vente de petits journaux qui s'appellent le journal de gratitude. Donc, je vous en donne un exemple là, qui est le journal de gratitude pour enfants. Mais j'ai vu ça aussi pour des adultes. Et après tout, même dans des situations difficiles, on peut trouver un motif de gratitude. J'ai vu un malade, par exemple, qui, au bout d'un mois d'hospitalisation, a pris ce carnet de gratitude et a écrit « Merci pour mon lit ». Bon, c'est peut-être idiot, mais c'est un sacré clin d'œil. C'est aussi dire, voilà, il y a toujours quelque chose de bien pour moi. La deuxième ligne, c'était merci pour les bonnes personnes qui m'entourent. C'est aussi très important, c'est-à-dire que même dans la maladie, il y aura un merci parce qu'il y a entraide, parce qu'il y a soutien, parce qu'il y a joie. Regardez comment font les clowns à l'hôpital. Les clowns à l'hôpital vont voir les enfants et quand ils rentrent dans leur chambre, ils trouvent dans la chambre même un motif pour faire le clown. Par exemple, l'enfant a les mains attachées par des perfusions, eh bien, le clown va s'amuser à placer le livre dans les doigts de pied pour que l'enfant puisse lire son histoire. Voilà, il y a toujours une manière de tourner le réel de façon à dire merci et à rire de la situation. Donc, ce carnet pour cultiver le bonheur, cela suppose aussi de savoir se dire pardon. Pourquoi pardon? Eh bien, parce que c'est justement parce qu'on désespère un petit peu de quelqu'un, qu'on devient agressif et qu'on va être nerveux dans notre manière d'exiger. Et bien sûr, il y a des tempéraments d'enfants qui sont plus fatigants que d'autres, ou plutôt des moments dans la vie d'un enfant qui sont plus fatigants que d'autres. On va dire plutôt ça comme ça. Et c'est vrai que quelquefois on va s'énerver, et pas toujours à raison. Bon. Donc, au lieu de s'accrocher à nos raisons, ce sont mes raisons et donc j'ai raison, eh bien, on peut demander pardon à un enfant et c'est toujours un don. C'est-à-dire, pardon, c'est donner au-delà, c'est donner de nouveau sa confiance, c'est donner de nouveau de la joie à la personne et puis et pouvoir se réconcilier. Et à partir de là, il y a rebondissement dans le pardon et c'est quelque chose à vivre en famille qui est tout à fait important pour que nos enfants grandissent dans la capacité aussi, eux, de se donner un pardon l'un à l'autre.
Donc, pourquoi, à travers tout ça, on va transmettre des choses à nos enfants? Eh bien, c'est pas parce qu'on veut transmettre telle ou telle chose, mais c'est parce que la joie elle-même est un vecteur de transmission. Et je dirais que de toute façon, nous transmettons quelque chose. Les enfants nous regardent beaucoup et nous imitent beaucoup si on y réfléchit. Et nous pouvons être surpris de reconnaître des intonations de voix, par exemple, dans la manière de parler de tel ou tel de nos enfants qui imitent exactement ce que nous disons. Mais si nous sommes tristes, nous allons transmettre de la tristesse ou de la colère. Et c'est plutôt effectivement notre façon d'être joyeux qui va transmettre comme une lumière, comme quelque chose d'attirant, qui fait que les enfants, malgré la pluie, comme les enfants de Donald Duck, ou malgré les situations, vont pouvoir se projeter vers leur propre futur avec optimisme. Parce que la joie est attirante, elle donne confiance. Et la joie apprend aussi, encourage aussi à donner. Sur l'image d'une grand-mère jouant avec ses petits-enfants, on peut se dire, est-ce que c'est perdre son temps de jouer? Est-ce que c'est perdre son temps que d'inviter des amis et de nos enfants et de les faire jouer? Est-ce que tout ce temps que j'ai passé avec eux et que je n'ai pas passé à mon travail, est-ce que c'est du temps perdu? Vous imaginez bien qu'on répond non, ce n'est pas du temps perdu, au contraire, le don, c'est du temps démultiplié. Le don et la joie sont intimement unis. Et peut-être même que nous ne pouvons pas être joyeux si nous ne sommes pas donnés. Si nous ne sommes pas donnés à l'inattendu, si nous ne sommes pas donnés à rendre nos enfants heureux. Un jour, j'interrogeais un père de famille et disant bah, tu es content de ta journée? Et il m'a répondu je suis content d'avoir donné de la joie autour de moi. J'ai trouvé ça très beau, ce père de famille heureux de rendre les autres heureux autour de lui. Voilà, donc il ne s'agit pas de donner avec une attente de retour sur investissement, mais il s'agit de donner sans s'appauvrir, au contraire, de donner pour démultiplier toutes les capacités autour de soi. C'est un petit peu comme le cycle de l'eau. L'eau, elle se déverse dans les rivières, elle se déverse quand on arrose, elle se déverse par la pluie. Et qu'est-ce qu'elle donne, l'eau? Elle donne la vie. Et voilà la manière dont la nature nous apprend le don. Il y a un philosophe qui a pas mal réfléchi à ça, beaucoup mieux que moi, Martin Stephens. Je vous encourage à lire l'un de ses deux livres, Petit traité de la joie ou bien La vie en bleu, parce que dans ces livres, il nous apprend à cueillir justement cette merveille qu'est la vie, ce cadeau qu'est notre vie, et pas la vie de quelqu'un d'autre, mais notre vie. Et en fait, il apprend justement à le vivre comme un accueil, c'est-à-dire que on ne prend pas les choses à la force du poignet, mais plutôt les déprendre, les accueillir et consentir à ce que ces événements arrivent pour les traverser et en faire quelque chose de beau. C'est vrai que le oui au présent, le oui à la vie, va permettre, encore une fois, de, de démultiplier notre joie. Et quand il donne à son livre le titre La vie en bleu, c'est parce que la vie n'est pas rose, mais que avec les bleus que nous recevons à droite à gauche, avec les coups de la vie, eh bien, nous pouvons tout de même justement dessiner les choses de multicolores et trouver une trajectoire qui est heureuse. Bientôt, nous allons vivre les Jeux paralympiques, qui sont une grande leçon de persévérance, de joie malgré les difficultés. On peut apprendre à nos enfants à observer justement autour d'eux toutes ces personnalités qui se donnent à fond.
et saisir ainsi des occasions de les éveiller à la joie qui est vécue autour d'eux, pas seulement en famille, mais je disais tout à l'heure que la joie familiale peut avoir un impact sur la société. Oui, et de la même façon, nous pouvons chercher dans la société des motifs de joie, des motifs d'admiration pour telle ou telle personnalité, et susciter ainsi chez nos enfants l'idée de la grandeur. C'est à nous de leur montrer des grands horizons. Par exemple, quand vous partez en montagne avec un enfant qui va grogner le long du chemin, eh bien, si vous arrivez à 1000 pentes et que la petite dernière pleurniche tout le temps, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire demi-tour et donc priver toute la famille d'aller au sommet, ou est-ce que vous la prenez sur votre dos, vous continuez la route et vous lui montrez le sommet? Donc oui, nous sommes les personnes sur lesquelles nos enfants comptent pour leur montrer l'horizon. Ils ne peuvent pas deviner à l'avance que c'est si beau là-haut. C'est à nous de les stimuler, de leur donner les motivations suffisantes pour aller au bout de leurs possibilités, pour déployer tout leur talent et transmettre joyeusement la, la force de la confiance en eux, qui leur permettra justement de donner de la joie ensuite autour d'eux. Voilà, non seulement nous sommes des coachs sportifs, mais nous sommes aussi des jardiniers, et nous allons laisser des graines de joie dans le cœur de nos enfants à travers toutes les circonstances familiales. Voilà. Merci beaucoup Brigitte pour ce topo très éclairant sur la façon de cultiver et transmettre cette joie en famille. Vous avez peut-être une bibliographie à partager. Voilà, je crois qu'elle s'affiche à l'écran. Et je vous ai parlé de Martin Stephens, Petit traité de la joie. C'est vraiment très accessible. Je parlais de philosophie, mais c'est juste parce qu'il sait prendre de la hauteur. Mais je crois que c'est une clé pour beaucoup d'entre nous. L'adolescent et le défi de l'amour inconditionnel de Rance Campbell, je pense que c'est un auteur que vous connaissez déjà tous, mais ça vaut la peine de se plonger dedans pour avoir beaucoup de dialogue très pratique qui illustre son propos. Et puis, apprendre à se reposer. Oui, dans la vie de famille, les mamans donnent beaucoup, les papas aussi d'ailleurs. Donc, il faut... c'est un tout petit livre, hein, c'est aux éditions du Laurier, c'est un tout petit volume, mais voilà, quelques lignes de ce volume peuvent vous aider à mettre le point pourquoi vous êtes si fatigué. Peut-être qu'il faut juste alléger un petit peu votre façon de voir la vie, et puis voir la vie en couleur et en joie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce topo et je vous invite, chers auditeurs, à partager cette joie largement sur YouTube à vos amis, à partager à plusieurs et à très bientôt. Merci beaucoup.